Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, l'échange de convictions, de préférences opposées et contradictoires sur les sujets du jour. Quels sont-ils? Eh bien, je vous propose de les découvrir tout de suite en images. Nous allons commencer par nous intéresser au conflit des prisons avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui est en première ligne. Les choses ne s'apaisent pas vraiment. On a appris il y a quelques minutes que la direction de l'administration pénitentiaire, forcément sur ordre de la ministre de la Justice, avait demandé des sanctions contre les surveillants en grève. Ce n'est probablement pas la meilleure façon d'apaiser le conflit, mais peut-être est-ce voulu. Nous en discuterons. Nous parlerons aussi du président de la République qui est allé à la neige, pas pour skier, ça c'était le mois dernier, mais pour s'entretenir avec les dirigeants du monde entier au forum de Davos en Suisse. Emmanuel Macron est adulé par tous les participants de Davos. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que ça pourrait être un handicap politique? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi d'Alain Juppé. Il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre a annoncé son souhait de prendre du recul par rapport à son parti, et en commençant par arrêter de payer sa cotisation. D'autres collègues à lui, qu'il s'agisse de Rachida Dati ou de Michel Alliot-Marie, ne sont pas tendres. Ont-elles raison? Ont-elles tort? Nous en parlerons. Et puis nous parlerons des députés. Faut-il les rhabiller? L'Assemblée nationale vient d'adopter un nouveau règlement interdisant les tenues ostentatoires, dirait-on, aurait-on dit du temps de Jacques Chirac pour les parlementaires. Est-ce une bonne idée? Nous allons en parler avec nos 4 invités. Denis Tillinac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, essayiste. Votre dernier livre est un roman assez fortement autobiographique. Ça s'appelle Caractériel et c'est publié chez Albin Michel. Bonsoir Daniel Bilalian. Bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien directeur des sports de France Télévisions. Et votre dernier livre n'est pas un roman, ça s'appelle Les Évadés et c'est publié aux Presses de la Cité. Bonsoir Philippe Turle. Bonsoir. Vous êtes le patron des programmes en langue anglaise d'RFI et vous êtes un journaliste britannique. Ceci explique peut-être cela, mais pas seulement, parce que vous êtes aussi un spectateur attentif de l'actualité de notre pays. Et Alexis Lacroix est avec nous aussi. Bonsoir Guillaume. Le directeur délégué de la rédaction de l'Express. Votre dernier livre, J'accuse 1898-2018, permanence au pluriel de l'antisémitisme, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Et la couverture de l'Express de cette semaine, je pas ma coule pierre, j'étais en vacances et du coup, je n'ai pas encore lu l'Express, donc je la découvre avec vous. Vous la découvrez avec nous? Macron, Dieu et la politique. Macron n'étant pas forcément le nouveau Dieu de la politique. Oui, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On attend avec impatience sa position sur la laïcité, c'est pour ça qu'on a fait cette cover. Commençons par parler du conflit qui déchire la France, celui des prisons, après les agressions à répétition contre des surveillants de prison. Le conflit ne s'éteint pas, c'est le moins qu'on puisse dire. La garde des Sceaux est en première ligne, Nicole Belloubet. Est-elle à la hauteur du conflit? Je vous propose d'entendre 2 points de vue. D'abord, celui de Renaud Muselier, le président des Républicains de la région sud, l'ancienne Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour lui, c'est clair, il faut qu'elle parte. Quant à Rachida Dati, qui connaît bien le job, puisqu'elle a été elle-même garde des Sceaux, elle considère plutôt que c'est Édouard Philippe qui devrait s'en occuper. Regardez. Si le gouvernement ne veut pas que ça s'enflamme, en fait, son incompétence étant crasse, il est indispensable. Je pense qu'elle doit démissionner. Vous craignez pour la prison? Je pense qu'elle doit démissionner. C'est le seul moyen de repartir à zéro sur un dossier aussi plombé. Moi, je déplore qu'Édouard Philippe... Alors, Édouard Philippe ne connaît pas la prison du tout. Moi, je suis choquée qu'il ne se soit jamais déplacé auprès des personnels pénitentiaires qui ont été agressés, insultés. Ça aurait été son rôle? Qu'est-ce que ça aurait changé, dans le fond? La considération. C'est un personnel qui demande un peu de considération. Jamais il n'est allé les voir. Jamais il ne les a contactés. Le personnel me le dit. Moi, je suis en contact avec eux tout le temps. Il est absent de ce conflit. Ça l'intéresse pas. Il ne connaît pas et un peu de mépris. Nicole Belloubet est-elle d'une incompétence crasse, comme le dit Renaud Muselier? Quel est votre point de vue sur le sujet, sachant qu'elle a fait des propositions qui ont été refusées par le personnel de l'Assemblée pénitentiaire, et que quand elle est allée dans les prisons où il y avait eu des agressions, elle a été sifflée. Est-ce que c'est injuste, Daniel Bilalian, le procès qu'on lui fait? Je ne sais pas si c'est injuste, en tout cas c'est le résultat d'une politique qui n'a pas été menée pour faire en sorte que les prisons soient d'abord plus de prisons. On a eu beaucoup de promesses d'un certain nombre de présidents qui n'ont pas été tenues. Deuxièmement, je pense que les djihadistes sont un problème qui ne se posait pas auparavant. Et ces détenus radicalisés sont très violents. Et donc, qui sont les premières victimes de ces détenus? Ce sont les gardiens. Alors, ce qu'on leur propose, si j'ai bien compris, c'est une
une augmentation de personnel relativement réduite, une prime pour ceux qui sont plus exposés que les autres. On va en parler de ça. Alors ça, c'est une curiosité. Alors certains vont demander à être exposés, d'autres vont demander à ne plus être exposés. Ça, c'est un tout petit peu de la poudre qu'on distribue comme ça, la poudre aux yeux. Non, je pense qu'elle n'y est pour rien. Elle hérite d'une situation qui est celle d'un pays où la violence qui est partout, elle est également dans les prisons, elle se renforce dans les prisons avec ce phénomène de la radicalisation qui est sans doute, et puis en plus, des conditions même de détention. Moi, j'ai écrit un livre sur la prison il y a une trentaine d'années, et vous savez pourquoi il y a moins de problèmes dans les prisons américaines que dans les prisons françaises? C'est pour les questions d'hygiène. Aux États-Unis, dans toutes les prisons, vous pouvez vous doucher 1, 2, 3 fois par jour et changer de vêtements. La plus grosse installation, c'est la teinturerie. Et en France, essayer de vivre une semaine sans pouvoir prendre une douche, ça vous met dans un état de nerfs, un peu comme quand vous attendez sous la pluie l'autobus. Et on parlera de la situation dans les prisons en Angleterre avec Philippe Torle. Denis Tillinac, est-ce que c'est de sa faute? Daniel Bilalian dit non, mais en même temps, c'est elle qui fait ses propositions. Donc si elles sont insuffisantes, il est normal que l'opposition se fasse contre elle, non? Le fond du problème vient d'être évoqué. On a, pour des raisons liées à la situation sociale, économique, socio-économique de ce pays, on a trop peu de places de prison. Et on a effectivement une condition de détention pénitentiaire exécrable. Ça, c'est évident. Et donc, de ce point de vue-là, elle n'est pas responsable. Il y a au moins 5 derniers présidents qui ont promis d'augmenter le nombre de prisons. On a à peu près 65, 70 000 trucs. Il en faudrait à peu près 90, 100 000. On le sait. C'est pas infaisable. Mais personne ne l'a décidé parce que ça donne l'impression d'être sécuritaire avant tout. Et là, il y a un peu de démagogie. On veut pas. La démagogie était absolue du temps de Mme Taubira. Bon, là, je crois qu'elle n'est pas responsable, mais elle n'est pas à droite. Et je crois que Rachida Dati, qui a plus souvent raison qu'on le croit, là, elle a raison de dire qu'ils attendent un peu plus de considération que de promettre, je sais pas quoi, effectivement, des primes pour les plus exposés, lesquels, et puis aux détenus, un téléphone par chambre. Donc, et puis il y a un problème de fond, c'est qu'on ne sait pas isoler les radicalisés. Bon, ils sont pas isolés, ils ont des relations permanentes avec les autres, donc ils font du prosélytisme. Il faudrait trouver les moyens d'une véritable isolement. Alors, comme chaque jour, vous pouvez donner votre avis, voter. #Figaro Live, #point de vue, prison, la faute à Nicole Belloubet, point d'interrogation. Vous pouvez aussi nous donner vos commentaires, c'est ce que fait Julien, qu'on salue. Le problème des prisons n'a pas débuté il y a 6 mois, nous dit-il, il est le résultat de dizaines d'années de renoncement et de refus de voir l'ensauvagement de nos sociétés. Tandis qu'Andy nous dit, pourquoi ne fait-on pas des prisons pour les radicaliser avec des surveillants expérimentés? Alexis Lacroix, je reviens à Nicole Belloubet. Mettez-vous à sa place. Elle fait des propositions à partir de contraintes qui sont des contraintes budgétaires. Elle ne peut pas tout faire. Donc est-ce que c'est de sa faute? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Vous démissionneriez? Démissionner, non, je ne pense pas. Je pense que d'ailleurs, c'est une femme intelligente. Je pense que le procès qui lui est fait par des éléments de la droite qui essayent d'exister. J'ai de la considération souvent pour Rachida Dati. Je connais sa méchanceté. Hein, c'est une femme méchante, mais j'ai de la considération pour son bon sens. Là, ouais. je pense que oui, mais là, je pense qu'elle n'en a pas. Je pense que c'est un procès facile, et je pense qu'elle ne se met. En politique, vous savez, il y a un secret, Denis Tillinac, pour comprendre les acteurs. À moins d'avoir affaire à des fous, mais là, c'est pas des fous. Ni Macron, ni Édouard Philippe, ni Mme Belloubet ne sont des fous. Donc pour les comprendre, pour comprendre leur motivation, il faut se mettre un peu à leur place. Donc Dati, dans l'extrait, cher Guillaume, que vous venez de nous passer, je crois qu'elle est absolument incapable de ce décentrement intellectuel. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle joue sur la corde du populisme. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Attends, qu'ils ont besoin de considération. Je finis. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette idée, Denis? Qu'est-ce que c'est que cette idée, Denis? Que le Premier ministre lui-même montrerait du dédain ou du mépris social à l'endroit de ses surveillants de prison. Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec, au fond, l'explication plus globale, plus philosophique que nous propose Daniel Bilalian. Je crois que c'est lui qui a raison. On est face à de l'imprévisible dans l'histoire des sociétés. Et l'imprévisible, c'est ce nombre aujourd'hui critique, cette masse critique de gens qui sont idéologiquement
est, j'allais dire, salafistement radicalisée. Il pose un problème à l'institution judiciaire. Elle le découvre, probablement, elle le découvre. La ministre également le découvre, mais elle n'est pas responsable de l'antériorité de ce problème. Et donc aujourd'hui, ce procès politique, instruit par des gens de la droite Wauquiez, disons, qui veulent exister aux dépens de ce gouvernement, il est absurde, il nous fait perdre du temps. Madame Dati ferait mieux de concentrer son énergie sur d'autres causes et d'aider, en revanche, à résoudre le vrai problème. Il n'y a pas de manque de considération de la part du personnel politique, je crois que c'est complètement illusoire. En revanche, là, je rejoins ce que vous disiez, il y a un manque de préparation de la puissance publique depuis de nombreuses années face à ce problème qui aujourd'hui éclate sous nos yeux. Donc je ne sais pas s'il faut créer des prisons pour les radicalisés islamistes, mais en tout cas il faut étudier sans doute des solutions d'incarcération qui permettraient à ces prisonniers de ne pas déranger l'ensemble des autres prisonniers. Parce qu'en fait c'est ça qui arrive. Il y a un prosélytisme islamiste aujourd'hui dans certaines de nos prisons françaises qui pose un vrai problème de sécurité publique à l'intérieur des prisons. Ça c'est un problème. Mais la surpopulation pénitentiaire, c'est bien antérieur aux radicalisés, aux salafistes, c'est tout ça. Le fond du problème est là. Le problème des radicalisés, les candidats au terrorisme se surajoutent, mais le fond du problème, c'est qu'il faut créer plus de places de prison et puis faire en sorte, effectivement, que les conditions de détention soient... Rappelez ce qu'avait dit je ne sais plus qui, la prison, c'est uniquement la privation de liberté, alors qu'en France, c'est des conditions de vie qui sont déplorables. C'est double peine. Oui, c'est vrai, on est d'accord. C'est pas que chez nous qu'il y a ce genre de problème pour le garde des Sceaux? Non, malheureusement pas. Je rejoins vous trois sur votre analyse. Tout le monde a un peu raison. Sur le fait que pour moi tout cela est une question d'argent. Parce que tant qu'on n'investit pas dans les prisons, donc on ne fait pas les prisons dignes de ce nom, où les gens ne vivent pas dans des conditions absolument épouvantables, le problème ne se résoudra pas. Et tant qu'on ne prend pas en main le problème des islamistes radicalisés dans les prisons qui sont incontrôlables, là aussi on n'arrivera pas à gérer le problème. Tant qu'on n'augmente pas la salaire de ces gardiens de prison qui sont très mal payés pour ce qu'ils font, 1 400 € par mois en Grande-Bretagne, on propose à 20 000 livres par an le salaire d'un gardien de prison. Alors les gens, 20 000 ils s'en vont, ils restent pas. Ça fait combien en euros à peu près? 20 000 livres, ça fait 25 000 €. 25 000 € par an. Par an de salaire donc, pour un gardien de prison. Donc c'est quand même ridiculement bas. Et donc on n'encourage pas les gens à venir travailler pour faire un boulot qui est quand même extrêmement difficile. 2 000 € par mois. Alors, pour revenir sur ce que vous m'avez demandé, oui, j'ai entendu plusieurs fois dans les médias en France cette semaine que la situation en France est absolument épouvantable et qu'il n'y a qu'en France où le nombre de prisonniers augmente. C'est pas tout à fait vrai, parce que si vous regardez de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne, les prisons sont dans un état déplorable. On a, par exemple, à Liverpool, un rapport qui vient d'être fait, qui a raconté que les toilettes ne marchaient pas, il y avait de l'urine par terre, que les cellules étaient peuplées par 2 fois plus de personnes pour lesquelles ils étaient fabriqués, construits, que les gens restaient 11 heures par jour enfermés dans leurs cellules sans pouvoir sortir. Et évidemment, tout cela tombe sur les gardiens de prison qui sont de moins en moins capables de gérer ce problème parce qu'ils ont de plus en plus de monde à gérer. Une personne pour une centaine de prisonniers. Comment voulez-vous faire en sorte que les gens soient correctement traités? Donc tout cela, c'est une question d'argent et je ne pense pas pour à l'instant que c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui est responsable. Là, on paye les pots cassés et en Grande-Bretagne et en France de 20 ou 30 ans de négligence et de fait qu'on a oublié les prisons, on a oublié d'investir là-dedans, parce que sur le fond, les prisons ne font pas recette lors des campagnes électorales. Non. Les gens oublient que les prisons existent et on ne s'intéresse absolument pas de ce qui se passe là-dedans. Merci, vous êtes très nombreux à réagir sur ce sujet. Le droitiste qui nous dit qu'il faut dialoguer avec les surveillants. Le gouvernement est méprisant et méprisable par rapport à ce métier. Tandis que Betsy nous dit que les surveillants devraient être dotés d'une pédagogie pour la réinsertion et d'une analyse des comportements des incarcérés susceptibles de passer à l'action. L'action, j'imagine que c'est l'action terroriste. Tandis que Fabrice nous dit plutôt que de trouver à qui revient la faute, il faut trouver des solutions. Voilà, ça c'est sûr, le problème c'est qu'elles sont parfois chères. J'ai oublié. Un élément très important, c'est la passerelle entre gangstérisme et islamisme. Et aujourd'hui, malheureusement,
les prisons, Gilles Kepel l'avait montré dans ses récents travaux, les prisons sont les lieux d'incubation de cette espèce de fusion au sommet entre le monde de la pègre, le monde du banditisme et celui du militantisme islamiste. Alors, et donc, il faut globaliser notre regard sur le problème. Il n'est pas étroitement politicien, comme le voudraient certains responsables politiques de la droite aujourd'hui. Il est d'ordre plus global et il pose une question à la société française dans son ensemble. Eh bien, moi, j'ai une question à vous poser, à vous. Que pensez-vous à voir là-dedans? C'est obsessionnel, une espèce de truc quand ça va pas, quand t'es pas content de quelque chose, c'est à cause de la droite politique. Il fait pas très beau, c'est vrai, depuis 3 semaines, c'est la faute de Wauquiez. Non, mais je me référais aux propos que nous avions entendus, que Guillaume nous avait passés de Rachida Dati. Il se trouve que Rachida Dati roule pour la droite. Donc voilà, je répondais. Et peut-être de Renaud Muselier aussi. Et de Renaud Muselier également. Pour la droite. Alors, moi, je voudrais vous faire réagir sur une proposition très concrète du gouvernement qui était de créer une forme d'indemnisation pour les surveillants qui ont été agressés. La réponse est assez forte, c'est un non du côté de la profession. Écoutez Jean-François Forget, qui est le secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA Justice. Pour lui, on leur propose rien de moins qu'une prime pour se faire trancher la gorge. Écoutez. La ministre a mis 30 millions d'euros sur la table sur l'engagement d'Édouard Philippe, mais sur des mesures inacceptables avec des créations de primes sur la sécurité des personnels qui garderaient les détenus les plus dangereux, c'est-à-dire une prime pour se faire trancher la gorge. Ça, c'est inacceptable pour nous. Non, nous souhaitons certes des revalorisations salariales, indemnitaires, mais qui soient réparties sur l'ensemble des personnels. Donc il va falloir, 1, augmenter cette enveloppe et 2, surtout entendre que les outils indemnitaires qu'on nous a proposés ne sont pas entendables. C'est pas très fin, une prime pour risquer sa vie. Franchement, gardien de prison, c'est pas au départ faire partie des forces spéciales. Donc on est en train de leur proposer une prime si vous prenez des risques, si votre vie est en danger, vous allez toucher. Et votre veuve aussi par la même occasion. Et là, comme si c'était des soldats au feu. On joue gros parce qu'on peut dire il n'y a pas, malheureusement, dans les prisons où on voit une augmentation de la violence de la société française, quand vous voyez que les pompiers sont caillassés quand ils vont dans les cités, la police est régulièrement attaquée, ou même on essaie de les tuer ou de brûler leur voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, si vous êtes attaqué, vous êtes policier, vous avez une prime. Si vous êtes attaqué, vous êtes pompier, vous avez une prime. Si vous êtes dans une prison, vous êtes attaqué, vous avez droit à une prime. Mais on est en train de retourner la situation. C'est aujourd'hui les pompiers, policiers, gardiens de prison deviennent des victimes potentielles de la société, voilà, au lieu d'être les garants de l'ordre public. Ça peut être un vrai sujet politique, ça, pour Emmanuel Macron, peut-être Alexis Lacroix. On a vu ces images de policiers passés à tabac très violemment. On a maintenant les surveillants de prison qui sont agressés. Si l'État n'est plus capable de défendre ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, ça veut dire que c'est grave. Vous avez entièrement raison, Guillaume. C'est évident que par-delà les réflexions que nous échangeons, nous, on n'est pas dans la décision politique, on n'est pas non plus dans ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité, qui est inhérente au monarque ou au monarque républicain. Donc pour Emmanuel Macron, pour son gouvernement, pour Édouard Philippe, l'enjeu, c'est effectivement de montrer que face à cette crise qui n'était pas prévisible, encore une fois, mais on atteint une cote d'alerte dans les prisons, ils sont capables faire se continuer, d'assurer la pérennité, de l'autorité de l'État. Or, rien n'est moins sûr aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une sorte d'ébullition au sein des prisons françaises, de situations, c'est comme une cocotte minute, si vous voulez, qui explose, et je ne suis pas sûr que dans les semaines qui viennent, il n'ait pas des comptes à rendre, notamment face à l'opposition, mais c'est logique, ça c'est le jeu démocratique, avec le défi pour eux, qui consiste aussi, pour Emmanuel Macron, à avoir été élu sur une promesse de rétablissement de l'autorité de l'État. On sait qu'il a beaucoup joué pendant la dernière campagne présidentielle sur la différence d'avec François Hollande. Et il risque, s'ils ne prennent pas les mesures idoines, il risque d'être rattrapé par une crise qui d'une certaine manière, créerait dans le pays, on n'y est pas, mais créerait une sorte d'impeachment moral. Donc je pense que le président de la République et le Premier ministre surveillent ça comme le lait sur le feu actuellement. Et oui, en tout cas, en ce qui concerne les chefs de l'État, il le surveille à distance, puisqu'il vient d'arriver en Suisse, dans la station de ski de Davos, dans laquelle se réunissent une fois par an tous les puissants de ce monde, à la fois des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des banquiers, des capitalistes. Et Emmanuel Macron est peut-être l'homme de Davos, en tout cas c'est la question que nous vous posons sur Twitter. Il est l'idole
de tous les milieux d'affaires mondiaux. Je vous livre quelques citations récentes. La France est aujourd'hui l'endroit où les choses se passent, dit le PDG de Crédit Suisse, tandis que le cofondateur de Blackstone, d'un énorme fonds d'investissement américain, dit le changement en France est inattendu et remarquable. Est-ce que ce genre de compliment venant des plus puissants de ce monde et des financiers n'est pas une sorte de baiser empoisonné de Nitilinac, même si c'est pas le but? Oui, c'est pas le but. Il y a ce péché originel et que jamais on a vu depuis le début de la Ve République un président. Oui. Non, voilà, on vous écoute, Denis. Oui, juste la régie qui a été de façon imprévue entendue dans le studio. Jamais on avait eu un président, un candidat, je veux dire, soutenu à ce point par les forces d'argent en France et, j'allais dire, dans le monde. Lui, il n'a pas eu de problème pour le financement de sa campagne. Et on va l'écouter. Et son problème, donc, de fond, il le sait, d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il ne le résoudra pas, c'est que sa base sociale, elle est quand même très, très restreinte. Hein. C'est les cadres supérieurs des centres-villes d'une quinzaine de métropoles en France. Le reste de la France, il donne l'impression que ça ne l'intéresse pas, parce que c'est vrai que c'est pas là qu'il se produit beaucoup de richesses. Alors donc, qu'il soit l'idole de Davos et Venum, mais je ne crois pas que le sort du monde se décrète à Davos. Par contre, le sien pourrait bien... Vous voulez qu'on peut écouter quelques instants? Et là, on entend toujours en studio les commentaires de la régie. Il nous parle en anglais, paraît-il. Heureusement, Philippe Turle est là, parce que tout est prévu. On va écouter l'accent inimitable du président de la République. So, I mean, you decided to address a series of challenges today regarding our current environment, and my first response is probably to navigate these challenges in France and in Europe. We've already executed a set of action that I will review for you, and we will continue with the same drive. But let us not be naive. Today, globalization in general is going through a major crisis. And this global challenge requires, for sure, a collective effort from international organizations, states, companies, civil society, in order to find and implement solutions. Et nous devrions tous travailler ensemble pour trouver une façon de sortir de toutes les crises. Jusqu'à présent, on n'est pas... Such a topic for this year. Pas d'une originalité. And the reason why I came here today is to make a call for action. Nous dit... C'est de lié au commun. Il va encore falloir que je le défende. Il est capable de faire mieux. Denis Nitilinac nous dit qu'il est capable de faire mieux. Non, mais ça montre quand même un président qui est complètement impliqué dans cet enjeu de la mondialisation. C'est un message important. C'est un technocrate, c'est un énarque, c'est un banquier. Il pense que le bonheur des individus, de la planète, est indexé sur des histoires de PIB. Il a une relation comptable au monde. Et ben moi, je crois qu'il se trompe du tout au tout. Peut-être plus tout à fait. Alors, j'ai pas dit qu'il n'est que ça. Alors, moi, ce qui m'a frappé, là, bon, c'est quoi? Il y a un capitaine à la barre, vous en faites pas, les amis. Je suis un président, je suis un super président. Il refait d'une certaine manière, hein, toute proportion gardée, mais il refait du Nicolas Sarkozy dans l'affrontement de la crise de 2008. Non sans intelligence, d'ailleurs. Hein. De toute façon, il emprunte des traits de son bonapartisme à ceux que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait incarnés. Et il sait que ça marche, il sait que ça plaît à une grande partie du peuple français, y compris d'ailleurs à cette frange du centre-droit qu'il a ralliée. Donc pour tout ça, c'est vrai. Donc, spectacle du volontarisme. Mais moi, je crois, si vous voulez, j'en ai un peu marre. Tu es un ami, donc j'entends ce que tu dis, mais la rengaine du Macron déconnecté, banquier de la surclasse, sincèrement, je crois aujourd'hui, je te dis pas son track record, mais je crois qu'aujourd'hui, elle ne correspond plus à ce qu'il est. Et d'ailleurs, il y a eu une césure, c'était pas chez nous, hein, ni l'Express, ni le Figaro Magazine, mais le grand entretien de rentrée politique que Macron a donné à nos amis du Point, Gernel et Enco, marquait cette césure. C'est-à-dire qu'il y avait un retour à une conception qui n'était plus seulement économique du monde, mais également politique. Il s'inscrivait dans le sillage de l'héroïsme républicain, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, tu as raison sur son track record, sur son CV, c'est celui d'un banquier très bien, son parcours. Mais aujourd'hui, il est en train d'essayer de descendre du ciel de sa lévitation de technocrate, je crois. Philippe Turle, il est l'homme de Davos, mais pas que. C'est ce que nous dit Alexis. Je pense que vous êtes tous en train de passer à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous a invité. Tout le monde, parce que sauf Guillaume a fait allusion à ça, il parle en anglais. Alors, moi qui est en France depuis 30 ans,
J'ai quand même parlé à plusieurs présidents de la République. François Mitterrand ne parlait pas un mot. Jacques Chirac, il parlait très bien, mais quand il était élu président de la République, c'était fini. Sauf aux États-Unis, quand il était passé à la télévision avec nous, non. Nicolas Sarkozy, très mal. François Hollande, c'était même pas la peine. Alors maintenant, on a quelqu'un qui parle en anglais. Jacques Toubon, il doit être en train de passer un mauvais demi-heure parce que lui qui voulait à tout prix protéger le français, là, on est dans une modernisation du monde, une modernisation de la France. L'appel de la France est là. Et je le sais, je le vois du point de vue britannique. Tout le monde est en extase devant Emmanuel Macron, disant mais comment a-t-il fait? Même Madame Soleil n'aurait pas prévu ce qui lui est arrivé depuis un an. Donc toutes les étoiles sont alignées pour qu'il puisse avancer à grands pas. La Grande-Bretagne est aux abois avec le Brexit, avec Theresa May qui est très bas dans les sondages. Angela Merkel a les plus gros problèmes pour former une coalition. Donc le boulevard est libre pour Emmanuel Macron. On a un fou à la Maison-Blanche qui se replie sur lui-même. Donc, évidemment, on cherche quelqu'un pour être le nouveau homme fort de l'Europe. Et ben voilà, c'est Emmanuel Macron. Donc, sur le plan international, il faut se rendre compte que cette image d'Emmanuel Macron est tellement énorme, tellement forte, et il y a tellement d'espoir en lui pour qu'il puisse apporter à l'Europe et au monde, qu'évidemment, pour lui, il est dans une situation fragile, parce qu'il faut quand même maintenant, le problème maintenant pour lui, c'est qu'il faut qu'il livre les marchandises. Voilà. C'est là qu'on voit que Philippe Turle est parfaitement fluide en français, parce qu'il n'a pas dit il faut qu'il délivre, comme on dit horriblement en anglais. Vous avez dit il faut qu'il livre les résultats. Non, Daniel. Moi, je pense que c'est très bien que M. Macron soit l'homme de Davos, mais le problème pour la majorité des Français, je ne pense pas que ça les concerne de très très près. Vous savez, Emmanuel Macron, on en a déjà parlé ici, il y a un chercheur anglais ou américain, je ne sais pas, qui a dit qu'il y a plus que deux sortes de personnes dans le monde, de catégories. Il y a les anywhere et les somewhere. Et M. Macron, c'est un anywhere. C'est quelqu'un qui est bien dans ce monde, il vit nulle part, il travaille dans des open space entre deux aéroports. Voilà. Moi, je suis un somewhere, je ne suis pas contre le progrès, mais je suis de quelque part, j'appartiens à un pays, je veux travailler dans mon pays. Ça vous gêne, le président qui parle en anglais? Oui, bien sûr. Bien sûr, le général de Gaulle n'aurait jamais parlé en anglais. Choquant. Je veux dire, nous sommes la deuxième grande langue du monde. On n'a pas à parler en anglais, il n'y a qu'à y avoir une traduction. Il n'y a rien que ça déjà, c'est pour passer pour ce qu'il n'est pas. En plus, moi, Davos aujourd'hui. Davos, ça a commencé comment? Davos, c'est 71, réunion d'économistes et de gens d'entreprises. Et petit à petit, les hommes politiques qui sont venus, le premier à y être venu, c'est d'ailleurs Jacques Chirac, mais par correspondance, il avait fait son discours de Paris, il n'avait pas pu aller là-bas. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est presque les grandes entreprises qui reçoivent les hommes politiques. C'est Amazon, GAFA, Google qui nous reçoivent et qui nous disent ce qu'ils vont faire, parce que c'est eux qui vont diriger le monde dans quelques années. Nous serons tous les matins avec notre téléphone dans la rue et nous indiquerons ce que nous aurons à faire dans notre journée. C'est ça le problème. Pour moi, Davos aujourd'hui, ce sont les grands chefs d'entreprise, des multinationales qui ne sont même plus américaines, qui sont des clouds, comme on dit aujourd'hui, installés quelque part, qui payent proportionnellement moins d'impôts que vous et moi, et qui gouvernent le monde. Et là-bas, pour moi, Davos, on va chercher là-bas leur agrément. Alors, moi je suis en léger différent. Un mot de Denis, et ensuite la parole sera à la défense, puisque Alexis Lacroix est ici le préposé auprès de Jacques Chirac, au macronisme en marche. C'est votre faute, hein. Auprès de Jacques Chirac, je me suis occupé de francophonie avec une certaine passion pendant 3 ans, donc je suis extrêmement choqué qu'un président de la République française s'exprime en anglais dans un forum privé international. Alors, moi, je vais décaler légèrement votre regard. Je vais décaler votre regard, non pas comme Philippe Turle, mais comme un ethnographe ou un ethnologue. Je suis un peu commis d'office, de toute façon, à défendre ce président. Non, mais dans cette émission. Chacun est libre ici. Voilà. Personne n'est assigné à résidence. En tout cas, je porte cette croix-là, qui est la défense, j'espère, intelligente de Macron. J'entends ce que on vous dira à la fin. Oui, j'espère. J'entends ce que dit Daniel sur les anywhere et les somewhere. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, par son origine sociale, par ses études, par sa formation, par sa tournure d'esprit, il est évidemment c'est un prophète de la mondialisation heureuse, ou pour le dire avec une catégorie d'un journaliste américain vedette qui s'appelle Tom Friedman, il est du côté des web people contre les wall people, c'est-à-dire contre ceux qui veulent des murs et des frontières. On est bien d'accord. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, là encore, attendez. Ne jugez plus Macron sur ses discours de campagne. Il a changé, il sait que les Français sont très majoritairement, y compris ici sur ce plateau, des wall people, c'est-à-dire qu'ils tiennent à un enracinement tellurique dans une nation particulière, ça il le sait. En revanche,
son usage de l'anglais qui vous choque. Je comprends qu'il vous choque. Moi, c'est-à-dire, je ne l'interprète pas comme quelque chose de choquant ou de désinvolte vis-à-vis du français. Je pense qu'au contraire, c'est un usage très instrumental. C'est la mondialisation, c'est comme ça, qu'on l'aime ou pas. Elle est sous guise anglaise, donc je m'exprime dans la langue, dans la lingua franca de la mondialisation. Ça n'est pas pour autant que moi, Emmanuel Macron, le président de la République, je ne défends pas les intérêts français. Vous voyez, je pense qu'il est capable de penser une chose et son contraire, c'est-à-dire d'agir comme s'il n'était qu'un anywhere, mais en fait, très concrètement, d'agir aussi pour la défense des intérêts des somewhere que nous sommes tous en tant que Français. Je passe la parole à Philippe Turle, mais pas avant de l'avoir donné aux internautes, qui nous disent... c'est Antonina, avec son discours en anglais, cherche-t-il la reconnaissance d'autres puissances? Point d'interrogation, sans doute, puisque c'est à elle qu'il s'adresse, que ce soit des puissances économiques dont parlait Daniel Bilalian, ou des États. NGE nous dit, est-ce bien que notre président s'exprime en anglais devant un parterre d'étrangers? Ça montre à quel point la vieille France a changé. Et puis une remarque très intéressante de Serge qui dit, il préfère être à Davos qu'avec les gardiens de prison. Est-ce que cela montre ses priorités? Non mais ça c'est bas. Ça c'est bas. Attendez, un truc... Non. Oui, c'est stand, mais c'est bas. Un truc comme Davos. Un truc comme Davos. Non mais attendez, je fais pas les 20 secondes, parce qu'ensuite on donnera la parole à Philippe. Un truc comme Davos, ça fait 2 ans que la date est calée. Oui, c'est la faute à pas de chance. C'est pas lui qui l'a calé. Ouais. Il est arrivé, il a pris ses fonctions en mai. La date, elle était déjà fixée. Il n'est pas écrit qu'un président de la République doive se rendre en personne à Davos. Non, mais il voulait y être pour des raisons politiques. On comprend très bien. Et il ne savait pas que c'était aujourd'hui, au moment de la crise. Ça, Excusez-moi, je ne comprends pas, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, votre fébrilité par rapport à cette langue anglaise. Pourquoi vous êtes tellement obsédé par le fait, oh là là, il faut que tout le monde parle français. Je peux vous dire, si Theresa May venait à Davos et elle faisait un discours en français, eh ben moi je serais très fier de la voir parler français et je n'en reviendrai pas qu'on a un Premier ministre qui soit capable de parler dans une autre langue. C'est une fierté pour la France d'avoir ça. C'est une fierté d'avoir un président qui peut s'exprimer dans d'autres langues que le français. Évidemment, on sait qu'il parle français, il n'y a pas de problème. Mais je dis, s'il peut s'adresser à un ensemble de chefs d'État et de chefs d'entreprise à Davos, et il peut faire venir un chef d'entreprise qui va s'investir en France, qui va créer des emplois, où est le problème? Évidemment, il va parler en français ailleurs, mais si là, tout le monde parle anglais, c'est la langue, tout est écrit en anglais autour de lui, bon, il le fait en anglais, et bien tant mieux pour lui. Et si c'était en français pour Theresa May, pour s'exprimer en français, tant mieux pour elle, je l'en serais fier. Donc je trouve que vous exagérez quand même un peu, parce que vous êtes trop fébrile sur cette histoire de la langue française. Denis, un mot? C'est pas une question d'histoire française, c'est une question de menace d'une normalisation des imaginaires, des structures mentales, des modes de pensée, à partir du moment où tous les tuyaux de la communication seront à l'échelle mondiale. C'est même pas de l'anglais, d'ailleurs c'est du basic dérivé de la langue anglaise, hein. On est loin de Shakespeare. Macron parle pas globish, il parle un très bel anglais. Oui, il parle très bien anglais. Il y avait 10 mots, hein. On était dans des lieux communs Là, je peux vous dire qu'il est au niveau de Valéry Giscard d'Estaing avec son anglais, qui parlait très bien anglais aussi. Tout le monde sait qu'on devient la langue qu'on parle. On devient petit à petit la langue qu'on parle. Mais je ne vous demande pas de parler l'anglais tout le temps. Je vous demande, dans cette situation comme ça ne me choque pas qu'il s'exprime en anglais. Eh bien voilà, c'est dit. Merci, cher Philippe Turle. Parlons, s'il vous plaît, maintenant d'Alain Juppé, l'ancien... Qui parle très bien anglais aussi. Qui parle très bien anglais aussi, oui. Ça, c'est vous qui savez, Philippe. Je sais aussi. Oui, et Denis Tillinac confirme. Oui. En tout cas, Alain Juppé a choisi de prendre un peu de recul par rapport à la vie politique et vis-à-vis de son parti en particulier, puisqu'il a annoncé qu'il ne paierait pas sa cotisation aux Républicains en 2018, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait fait en 2017. Cela semble énerver quelques-uns de ses petits camarades ou de ses petites camarades, notamment Rachida Dati, l'amie d'Alexis Lacroix, qui disait tout à l'heure qu'elle était méchante. Eh bien, je vais vous laisser en juger. Elle était ce matin sur RTL et elle a évoqué le souhait d'Alain Juppé de prendre du recul par rapport aux Républicains. Regardez. Moi, j'aime pas les mauvais perdants. Voilà, c'est bon, t'as perdu, t'as perdu. Très bien, ne nous dis pas la ligne ou pas la ligne. Si c'était la bonne ligne, il aurait été élu. Voilà, moi, c'est ce que je considère. Et voilà qui est envoyé. Denis Tillinac, c'est une méchanceté gratuite? Pas tout à fait gratuite. On sait bien qu'il n'a pas été très heureux d'avoir été largement distancé par Fillon lors de la primaire, alors qu'il était largement favori 2 mois avant, qu'un certain nombre d'hommes politiques que je ne citerai pas étaient en train déjà de composer son futur gouvernement, parce qu'il était sûr d'être élu. Donc il y a une amertume que je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup de considération pour Juppé. Par contre, c'est très logique. Juppé est à peu près
toute sa pensée politique, toute sa vision des choses depuis longtemps est si proche de Macron qu'il est assez logique qu'il s'en rapproche, et donc qui s'éloigne d'une droite plus souverainiste, plus conservatrice, qui est la droite... Rachida Dati, elle est dans son rôle. Encore une fois, elle est dans son rôle. Elle le joue d'ailleurs à merveille. On imagine qu'elle aurait pu avoir un rôle dans le film ridicule. Elle est parfaite. Aujourd'hui, donc, elle est parfaite en avocate, ralliée d'office à la ligne Wauquiez. Mais quand même, quand on est de droite, comme Juppé, on a le droit de ne pas être d'accord. Juppé, je le connais depuis... Je crois le connaître mieux que toi, je le connais depuis 30 ans. Juppé n'est pas un homme de droite. Il appartient à la droite. Il n'aimerait pas plus que Chirac qu'on lui dise qu'il est un homme de droite. Il appartient à la droite politique. En tout cas, son camp, c'est la droite politique. Jusqu'à nouvel ordre, on a le droit, quand on est à droite, quand on défend des idées de droite, comme le faisait Chirac jadis, ou comme le fait Juppé aujourd'hui, de ne pas suivre les surenchères de M. Wauquiez. La raison de fond, je ne sais pas, il y a peut-être de l'amertume, ok, il y a peut-être de l'amertume. J'ai dit que c'était cohérent qu'il rejoigne Macron. Mais la raison de fond, je suis d'accord avec toi, la raison de fond, elle est idéologique, c'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à la conséquence de la recomposition macronienne. Elle a des conséquences au sein de la droite française. Il y a très clairement une tendance idéologique qui pense qu'au fond, faire avec Macron et essayer d'infléchir certains aspects de sa politique peut être positif. Et il y a une tendance qui s'est reconstruite, d'ailleurs entre nous souvent artificiellement, parce que moi je connais un certain nombre de responsables politiques autour de Wauquiez qui, 2 mois avant, hésitaient encore. Est-ce que je suis candidat pour rentrer chez Macron ou est-ce que je vais dans l'opposition radicale? Certains ont choisi l'opposition radicale, mais on sent bien que c'est une opposition aux anabolisants. Ça ne peut pas convenir à la Juppé. Eh bien, c'est entendu. Je rajoute une pièce dans le jukebox avec cette déclaration de Michel Alliot-Marie. C'était lundi dans une interview aux Parisiens. Le départ de Juppé, c'est l'époque des soldes, dit-elle. Voilà, ça veut dire qu'on se débarrasse, en quelque sorte. On vend pour pas cher ce qui était à la mode les années passées. Mais à la différence qu'en politique, les Français ne sont pas fans du vintage. Daniel Bilalian. Moi, je vais vous donner une impression de Français moyen qui aimait beaucoup Alain Juppé, Premier ministre, qui est un homme intelligent. Il n'a pas un sens de l'humour extraordinaire, mais ça c'est autre chose, courageux. Et là, depuis son éviction de la primaire, ensuite le fait qu'il n'ait pas été retenu au moment où on se demandait si Fillon allait continuer ou pas, je trouve que à cette occasion-là, il s'est, comme aurait dit ma mère, on a eu l'impression qu'il était vexé comme un pou. Et depuis, il fait sa rosière. C'est-à-dire que je vais pas cotiser cette année. Non. M. Juppé, ce n'est pas des choses de ce niveau-là. Cet homme est vexé. Et ce qui m'étonne, c'est qu'un homme d'une intelligence comme ça soit vexé comme n'importe qui. Il est vexé. Oui, d'autant plus vexé qu'on n'a pas l'impression que Macron non plus lui ait proposé grand-chose. Non, il est vexé. Et il connaît son... Voilà. Et moi, je pense que c'est ça. Et ces réflexions... C'est ça. Alors le fait ensuite que pendant sa campagne, il se soit trompé de mots parfois, je veux dire, le jour où il nous a parlé de l'identité heureuse, ce jour-là, j'ai compris que l'affaire était terminée, quoi, parce que et puis son dernier discours, j'ai la pêche. Là, on sentait qu'il était à côté de la plaque. Alexis, on va donner la parole à Philippe Turle sur Alain Juppé. Je la donne d'abord au droitiste, internaute fidèle de cette émission, qui nous dit depuis qu'il est à Bordeaux, c'est Alain Juppé, les impôts et les charges ont augmenté régulièrement. Pourquoi le défendre? Philippe Turle, avez-vous envie de défendre Alain Juppé? Les attaques contre lui sont injustes. Honnêtement, 2 choses. La première, c'est que je trouve que, évidemment, les Républicains sont mal en point. Ils sont inquiets et les gens quittent le navire et donc ils sont furieux. On dit en français moderne, ils sont verts, mais ils sont furieux contre le fait qu'Alain Juppé ne renouvelle pas sa cotisation. C'est quand même un peu bizarre comme terme, mais c'est un mauvais point pour les Républicains. C'est encore un gros poisson qui s'en va, après Édouard Philippe et bien d'autres. Donc, ils sont très inquiets pour leur avenir. Ça c'est une fait. Et si Juppé était resté l'un des leurs, un membre actif avec l'expérience qu'il a, et d'ailleurs, j'aimerais bien saluer son époque au ministre des Affaires étrangères, parce que je trouve qu'il était excellent aussi, c'est une grande perte pour la partie. Donc, je pense que ça c'est... la colère d'Rachida Dati, c'est la colère de Michel Alliot-Marie, et en même temps, c'est un peu d'inquiétude. Mais Alain Juppé, il fait ce qu'il veut. S'il n'est pas content, et avec Michel Alliot-Marie, ça n'a jamais été un grand amour, parce qu'ils sont radicalement différents sur leur point de vue sur la politique. Donc, Alain Juppé, qui est plutôt centriste, et Michel Alliot-Marie, qui est plutôt à droite, s'entendent pas, pour moi, c'est pas vraiment une grande surprise. C'est logique.
Il nous reste quelques minutes pour parler de la façon dont s'habillent les parlementaires. L'Assemblée nationale vient d'émettre un règlement qui demande aux parlementaires une forme de neutralité, pas forcément d'avoir une cravate. Je remarque qu'on est majoritairement cravate sur ce plateau, mais ça n'est pas une attaque contre vous, cher Denis. C'est aussi parce que vous donnez l'exemple. Voilà. On vous aime sans cravate, mais pour en revenir à notre sujet, les députés vont donc devoir avoir une tenue un peu neutre. C'est pour éviter la scène que vous voyez à l'instant à l'écran. Vous vous souvenez peut-être que François Ruffin, le député de la Somme, France Insoumise, était venu défendre la volonté de taxer le football professionnel, en tout cas les transferts d'argent, pour soutenir le football amateur, et il avait exhibé à cette occasion le t-shirt, le maillot plus exactement, d'une équipe de foot amateur, celle d'Aucourt-sur-Somme, qui est dans sa circonscription. Donc désormais, il faudra être habillé de façon neutre, de façon religieuse, mais neutre aussi en termes d'expression. Le vêtement ne pourra plus signifier quelque chose. Je vous propose d'écouter le même François Ruffin qui réagissait ce matin au micro d'Europe 1 en disant en fait, s'habiller, c'est aussi une façon de s'exprimer et de faire parler de soi. C'est dommage d'y renoncer. Regardez. Moi, je pense que la question intéressante là-dedans, c'est qu'en fait, il y a eu tout un débat sur combien de millions de vues au sein du bureau de l'Assemblée nationale j'ai fait avec ce maillot. Et en fait, ce qui les inquiète, c'est que cette Assemblée nationale devienne une tribune populaire. Parce que jusqu'à maintenant, personne ne regardait ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et en effet, à partir de quelques coups d'éclat, de choses comme ça, l'Assemblée nationale peut devenir une tribune populaire. Et comme ils savent pas faire ça, ça les embête. Et donc, il faut qu'ils nous passent les menottes au poignet un petit peu pour qu'on n'attire plus l'attention de la même manière. C'est vrai, Daniel Bilalian, après tout, pourquoi pas attirer l'attention? Ça fait aussi partie de la mission d'un parlementaire. Alors déjà, rien que la tenue de ce jeune homme-là, ce matin, à l'antenne, je trouve ça lamentable. Je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un jour terrible pour moi, parce que mon père doit se retourner dans sa tombe. Je suis fils de tailleur, comme j'aurais dû l'être moi-même quand on s'appelle Bilalian. Et pour moi, la cravate, c'est l'excellence. C'est l'excellence. C'est là où on peut déchiffrer à travers la cravate ce qu'est la personne, ce qu'elle ressent en face de vous. C'est l'élément essentiel de la langue. Et ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée Mossad. D'accord. Voilà. Mais pardon, je vous ai interrompu. Et la cravate, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le vêtement masculin. C'est terrifiant. Alors, nous allons avoir à l'Assemblée nationale les gens qui vont arriver sans cravate. Qu'est-ce que ça va leur donner de plus ? Qu'est-ce que ça va leur donner de plus ? D'autant que les personnels vont rester en livrée, comme on les voit dans l'hémicycle. Non, pour moi, c'est quelque chose de terrible qui reflète, j'allais dire, ce qu'est notre société d'aujourd'hui. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, les milliardaires ne sont plus habillés comme Rothschild. Zuckerberg, il en a pour 30 € sur lui. Il a un t-shirt, une paire de baskets, c'est ça la mode. Mais renoncer à une truc, puis c'est un signe d'élégance par rapport aux autres, de respect, de politesse par rapport aux autres. Moi, j'ai eu des collaborateurs, quand je les voyais arriver le matin habillés en livreur, je disais qu'il y avait un escalier pour ça, pour livrer. Donc, c'est un signe d'élégance, c'est un signe d'une société qui est polie, qui est polissée. Et notre ami qui est anglais le sait parfaitement. En Angleterre, en plus, la cravate est un signe de reconnaissance. Le week-end, par exemple, vous avez le droit de porter la cravate club. Vous savez que vous êtes du même club que votre voisin. Vous n'avez pas besoin de lui parler, vous le savez. C'est un signe extraordinaire d'élégance. Et moi, je trouve cette journée terrible. Alors, petit point à ce stade de notre débat, parce qu'en fait, ce que vous décrivez, Daniel Bilalian, avec beaucoup de force, pour le critiquer, c'est ce qui est arrivé cet été, en fait, où l'Assemblée nationale a autorisé les députés à venir sans cravate. Et effectivement, c'est toujours le cas, et d'où peut-être les excès ou les abus de celui de François Ruffin. Et du coup, le nouvel appel n'impose pas le retour de la cravate, contre lequel que vous souhaiteriez d'ailleurs, mais une forme de neutralité dans la façon de s'habiller. Philippe Turle, à la Chambre des communes, on est obligé d'avoir une cravate? Ah ben oui. Vous vous rendez compte, si on va sans cravate... Il n'y a plus d'Angleterre. Non, ça serait Il y a même des gens qui ont des perruques, non Ouais, écoutez, est-ce que là, je suis désolé, mais là, on est dans le centre de la représentation de l'État. On n'est pas là pour se la jouer en disant « Regardez ce que j'ai acheté, je viens en costume Mickey pour amuser tout le monde ». On est là pour représenter les gens. On est élu pour représenter les gens. On n'est pas là juste pour représenter une petite partie de la population qui est à la mode, qui ne veut pas porter de cravate, qui est un peu anarchiste. Non, on est là pour représenter tout le monde, que ce soit la vieille grand-mère, que ce soit le travailleur, que ce soit la personne au chômage, que ce soit l'enfant, tout le monde. Donc, il faut qu'on ait une façon de s'habiller qui va pour tout le monde. Et là, je trouve je suis d'accord avec Daniel Bilalian, je pense qu'on est en train de tourner dans la mauvaise direction et je trouve qu'on ouvre la porte à n'importe quoi. Et je trouve qu'il faut être beaucoup plus rigoureux, il faut que la cravate soit imposée, mais en même temps,
il faut que les femmes qui portent des jupes ou des costumes féminins à l'Assemblée nationale ne soient pas ridiculisées par les hommes, ce qui était le cas de Cécile Duflot qu'on avait vu il y a quelques temps. J'ajoute une pièce au dossier. C'était une déclaration de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale. Cet été, quand l'Assemblée a autorisé les députés à venir sans cravate, il avait déclaré « À quand des députés en espadrille et en Bermuda, on est des représentants de la nation, on n'est pas à la fête à neuneux ». Il a raison. Denis Tillinac. Je vais vous étonner, peut-être, Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un lieu de pouvoir éminent dans notre démocratie, mais dans toute société. Toute société a besoin de rituels, toute société, j'irais même, a besoin d'un peu de sacré. En plus, une certaine dignité dans la tenue rehausse l'image du parlementaire vis-à-vis de ceux qui l'élisent, de ceux qui votent, et il en a souvent bien besoin. Donc, je suis pour le maintien de l'obligation de la cravate dans nos assemblées démocratique. Alors on propose de voter là-dessus d'ailleurs sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Faut-il rhabiller les députés, point d'interrogation. Vous vous exprimez, vous êtes plutôt libéraux sur ce sujet. Les internautes, Brandon qui nous dit les députés sont là pour représenter le peuple, ils peuvent donc s'habiller comme ils veulent, tant que ce n'est pas indécent. Et tandis qu'Éric nous dit il y a autre chose à faire que de penser aux cravates. Alexis Lacroix qui arbore une magnifique cravate. Est-ce que vous êtes pour une forme de formalisme ou bien c'est très bien, neutralité Je suis pour un formalisme relatif. C'est-à-dire, je pense que l'attitude de la France insoumise... Emmanuel Macron. Non, vous allez voir. L'attitude de la France insoumise depuis 6 mois est scandaleuse. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'hémicycle, je rejoins tout ce qui a été dit, un minimum de formalisme me paraît absolument nécessaire. Au fond, ce qu'Orwell appelait la décence commune. Et dans ce domaine-là, la décence commune, c'est d'être habillé d'une manière neutre, voilà, qui n'exprime pas sa personnalité à tout crin. Je suis d'ailleurs personnellement très attaché aussi à la cravate dans certaines situations. Moi, je ne porte pas des cravates tout le temps, mais quand je viens sur un plateau de télé, par exemple, en tant que représentant d'un journal, je pense que c'est bien d'être bien habillé, c'est-à-dire de mettre sa cravate. Ou, comme notre ami Christophe Barbier, d'adopter la tenue de Denis Tillinac, c'est-à-dire l'écharpe rouge. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est bien d'avoir une forme de recherche. Une forme de recherche. Mais pour finir sur, si vous voulez, le formalisme, je pense qu'ils ont trouvé... Vous avez raison, c'est une forme de macronisme. Ils ont trouvé une cote bien taillée. Voilà, ils ont trouvé une cote bien taillée, consiste à dire vous n'êtes pas obligé d'être en cravate, vous n'êtes pas obligé d'être surélégant. En revanche, vous ne pouvez pas venir en t-shirt, vous ne pouvez pas venir en tongs et vous ne pouvez pas, disons, arborer une mine cool de punk. Voilà, vous ne pouvez pas vous habiller en punk à l'Assemblée nationale. À mon avis, le rappel si on en est là, vous voyez, s'il faut rappeler ça, c'est parce qu'il y a des décennies pendant lesquelles on a pensé que la spontanéité du vêtement devait l'emporter sur son caractère, disons, guindé ou rigide. Or, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, moi je ne suis pas obsédé de la cravate, mais je pense qu'effectivement, un minimum de décence commune dans la tenue des députés ferait du bien. Et de ce point de vue-là, je suis atterré par le caractère anti-représentatif de la conception que Ruffin se fait de son rôle d'élu de la nation. On va laisser le mot de la fin à Denis. Je voudrais juste, mais avant, Denis, je cite juste parce que c'est intéressant, un commentaire de Jean qui prolonge le propos de Philippe Toll, qui nous dit on a pu récemment voir des députés faire un bruit de poule lors d'une prise de parole d'une députée. Ne doit-on pas d'abord s'occuper de leur comportement et de l'absentéisme avant des vêtements? Mais je vais tout de suite passer la parole à Denis Tillinac. Je pensais seulement il y aura une dérive. Bon, au départ, ils vont mettre un polo convenable, mais je pense au tennisman professionnel. À partir du moment où on les a autorisés à ne plus être en blanc, strictement en blanc, ben, petit à petit, on a vu une dérive. On a vu des tenues de plus en plus extravagantes, moches, pas élégantes, et puis y compris dans le tennis féminin, ce qui est encore plus fâcheux. Et pendant qu'on vous écoutait, Denis, on entendait votre téléphone sonner. C'est peut-être votre femme qui vous disait « Vous auriez pu mettre une cravate pour aller à la télévision », mais ça n'est pas sûr. Point de vue est terminé. Je voudrais qu'on se quitte avec une image qu'on ne verra plus à l'Assemblée nationale. C'était celle d'un député de la 4e République qui était aussi maire de Dijon. Il était ecclésiastique de son État. Il s'appelait le chanoine Kir. C'est lui qui était à l'origine de la fameuse boisson. Et il était en soutane à l'Assemblée, mais probablement que c'est un autre temps. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à tous les 4. Point de vue, ça revient demain, même heure, même endroit.